Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur Toile présenté par Adrien, le méchant, pas si méchant que ça. Et aujourd'hui c'est un petit événement puisque aujourd'hui je suis à Paris, je suis en présentiel en compagnie de tous mes camarades, enfin presque tous mes camarades, vous verrez après pourquoi. Je suis d'abord en compagnie de Dimitri, celui qui voulait se réincarner en mignon tout simplement. Bonjour Dimitri. Merci, bonjour. Également à mes côtés il y a celle qui a une peur bleue des cafards, j'ai nommé Laurine. Bonjour Laurine. Bonjour. Nous avons également Anissa, celle qui est tombée amoureuse de Wolverine. Bonjour Anissa. Salut à tous, c'est Madame Wolverine. Ah, Madame Wolverine. C'est précis. Après Furiosa, Madame Et pour Wolverine. terminer, nous avons en distanciel, c'est pour ça que je disais que nous n'avons pas tout le monde en présentiel, nous avons Jasmine, celle qui s'est perdue en Bretagne. Bonjour Jasmine. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons 3 films au programme. À la toute fin du podcast, on aura Moi Moche et Méchant 4, réalisé par Chris Renaud et Patrick Delage. Nous retrouverons aussi Pierre Ninet dans Le Comte de Monte Cristo, réalisé par Alexandre Delapatelière et Mathieu Delaporte. Enfin, comme deuxième film, on aura Deadpool et Wolverine, réalisé par Sean Levy. Et donc là, ici, on va d'abord commencer par Le Comte de Monte Cristo, basé sur le roman d'Alexandre Dumas, que tout le monde connaît à peu près, on va dire, et réalisé par Alexandre Delapatelière et son comparse Mathieu Delaporte. Et ces deux-là ont notamment réalisé Le Meilleur Reste à Venir, mais également aussi Le Prénom. Donc le film est composé d'un casting 5 étoiles avec Pierre Ninet qui joue Edmond Dantès, Bastien Bouillon qui joue Fernand de Morcerf, nous avons aussi Anaïs de Moustier qui joue Mercedes de Morcerf. Vroom vroom. Merci Dimitri. Ou encore Laurent Lafitte qui joue Gérard de Villefort, qui est le procureur du roi à Marseille tout simplement. Et donc le long métrage raconte l'histoire d'Edmond Dantès, un jeune marin promu capitaine et qui va se marier avec Mercedes. Mais des amis jaloux lui envient son ascension sociale. Et dès lors, ils organisent un complot afin d'emprisonner Edmond Dantès. Ce dernier se retrouve dès lors enfermé dans le château d'If pendant de longues années, ce qui va lui permettre de préparer sa vengeance. Voilà, je suis resté assez vague, mais on va peut-être rentrer dans les détails durant ce podcast, on verra un petit peu comment ça se déroule. Et on va d'abord commencer par l'avis de Laurine sur ce film. Toi, Laurine, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film que tu as vu hier, tout simplement ? Alors moi, franchement, j'ai bien aimé. C'est sûr que le film, il est assez long, mais je trouve qu'il passe vite. En tout cas, c'est le premier film aussi long que j'ai aimé, en tout cas que j'ai vu au cinéma. J'ai trouvé que les décors, ils étaient beaux. Après, je suis pas une spécialiste des décors de l'époque, mais je pense qu'ils sont assez réalistes. Il y avait du suspense, on n'était pas sûr qu'il allait accomplir sa vengeance, du coup, le comte de Monte Cristo. Et puis, même on doute en fait, même si sa vengeance va s'achever en fait à la fin. Après aussi, j'ai trouvé que c'était bien parce que à certains moments, on est pour le comte de Monte Cristo et parfois on est plus mitigé, on sait plus vraiment de quel côté se mettre. Et je trouve que c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé la fin. C'était assez émouvant et en vrai, je m'y attendais, en même temps je m'y attendais pas, donc franchement c'est cool qu'ils aient pris cette option là pour la fin. Après aussi, par contre, seul petit défaut, les étiquettes, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y en a une au début et elle est assez longue et en fait moi j'étais pas concentrée au début et du coup j'ai pas pu lire ce qu'il y avait écrit. J'ai vite fait compris que ça parlait de Napoléon qui était exilé. Bon après j'avoue on comprend parce que l'introduction nous explique bien que en gros si tu reçois des lettres de l'ancien empereur Napoléon, c'est en gros t'es un délinquant, je sais pas comment ça s'appelle. Un traître. Voilà, un traître, merci. Du coup on comprend quand même bien, mais c'est assez dommage. Après il y en a plein d'autres qui disent ouais 5 ans après et tout. Après franchement ça passe parce qu'il y a 3-4 mots, mais celui du début j'ai un peu eu du mal. Merci Laurine pour cet avis détaillé sur Le Comte de Monte Cristo. Maintenant on va passer à Jasmine. Jasmine, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Dis-nous tout un petit peu. Je vais commencer par les musiques et aussi les plans du film, les décors, les couleurs du film, c'est vraiment dantesque si je peux dire. Mais après ça, il y avait quand même quelques incohérences que j'ai trouvées dans le film. Où par exemple, on voit sur la bande-annonce que Edmond il a une balafre, une cicatrice sur le visage. On sait pas d'où ça sort, mais il y a plein de petits comme ça, petits détails qui sont un peu incohérents. Et on sait pas trop où ça va emmener. Moi je m'attendais vraiment à dire ok, il va se faire torturer pendant le film, mais on n'a pas du tout retrouvé ça. Et on sait pas d'où ça vient vraiment. Après à la fin, ça fait un petit moment que j'ai vu le film. Pour parler à la fin, parce que du coup Laurine en a parlé, je m'en souviens plus trop de la fin. Donc en fait elle était pas si marquante que ça pour moi. Mais je pense que j'ai dû apprécier, mais c'est un truc où
ça m'a pas vraiment marqué, c'était vraiment le milieu du film qui était vraiment palpitant, où il y avait vraiment du suspense, on a envie de savoir tous les tours qu'il allait faire pour réaliser sa vengeance. Ça, c'était vraiment un point qui était très très réussi, que j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai pas lu le film, donc je sais pas si il est très, enfin, il suit vraiment le livre. On lit un livre, je crois. J'ai le livre, oui, on lit un livre, on regarde un film. Je n'ai pas lu le livre, donc je sais pas si ça a été très fidèle à celui-ci. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté aventure et de vengeance qui était vraiment bien réalisé. Et un petit point par rapport aux personnages, les acteurs ont très très bien joué, de ce que je trouve, mais j'ai été frustrée par les deux petits, je sais plus comment ils s'appellent, que Edmond a pris un peu sous ses ailes. J'étais un peu frustrée parce que il y avait vraiment un vrai potentiel sur ces personnages-là et j'ai l'impression de ne pas les avoir assez vus au cas de certains moments dans le film, et des fois ils disparaissaient et on les voyait plus. Pourtant au début du film, ils ont vraiment fait en sorte qu'on s'attache à ces personnages-là, donc je trouve ça un peu dommage de comment comment on les a pas assez vus. Voilà. Merci Jasmine. Je vais plutôt passer la parole à Anissa parce que je voyais qu'elle réagissait par rapport au jeu des acteurs. Je pense qu'elle n'est pas totalement d'accord. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a un petit peu dérangé dans le jeu des acteurs justement? Alors déjà, Laurent Lafitte, je l'aime pas du tout en tant qu'acteur de base. En fait, son jeu, à part, j'avoue, il y a une scène, le moment du coffre, j'avoue qu'il m'a vraiment convaincu sur la scène du coffre. Mais le reste, ouais, c'est moyen, quoi. Le moment où il est avec Morcef au tout début, où il le prend, il fait ouais, il a trahi, machin, bah, j'ai aucune émotion, quoi. Je sais pas, je le trouve moyen. Je comprends Laurine, hein. Sur Laurent Lafitte, j'avais un peu oublié, mais je comprends je comprends pas Laurine, pas énormément Laurine. Je comprends Anissa sur le fait il cassait un peu le rythme, hein, pendant le film. Par contre, Pierre Ninet, je suis pas très fan de base, enfin, je m'en fiche un peu, ouais, c'est Pierre Ninet, quoi, c'est pas... J'ai trouvé qu'il avait bien retranscrit la dualité du personnage. Ce que disait Laurine, ouais, des fois on est pour lui, mais des fois on n'est pas pour lui, etc. J'ai bien trouvé la dualité, vraiment on était pris dedans. Et moi par contre j'ai lu le livre, mais il y a très longtemps, et je trouve que cet aspect du personnage, il est vraiment bien retranscrit. Après, c'est la seule chose qui m'a marqué par rapport au livre, le reste, vraiment, je m'en souviens plus, c'était il y a très longtemps. Et je suis d'accord avec Jasmine, ce qu'elle disait avec les deux jeunes, bah, à part quand il se fait... On a le droit de spoiler là ou pas? Oui, bien sûr. Oui, vas-y. Donc les spoilers, quand il se fait tuer, donc le fils de... Adoptif, ouais, voilà. Bah là, vraiment, j'étais vraiment dégoûtée pour le personnage, parce que je me suis dit, bon, on aurait pu voir plus, etc. Et quand la fille s'est échappée, je me suis dit, bah c'est dommage, on aurait pu voir plus, tu vois. Mais, bah comme ce que je dis, la dualité, c'est une belle phase du personnage de Pierre Ninet, parce que bah, il les laisse, il les aide, machin, etc. Ce que j'ai pas aimé, c'est la fin avec Mercedes, j'ai pas compris pourquoi elle a littéralement snitch Edmond Dantès. Elle a balancé en mode... elle a dit à son mari que... ah bah c'était lui, c'était le comte de Monte Cristo, c'était lui. Du coup, j'ai pas trop compris. Et j'ai adoré le duel entre les deux. Vraiment, j'ai trouvé ça bien chorégraphié. Les décors... En plus, le décor avec son château, sa villa, je saurais pas trop comment dire. C'était un combat épéiste. Ouais, franchement, c'était super cool. Sur les marches et tout, c'était vraiment cool. Et la musique, je sais que j'étais avec mes potes. Le lendemain, ils ont ajouté à leur playlist directement... la BO et tout. Et non, franchement, c'était vraiment un bon film. Moi, par contre, j'ai eu du mal avec les 3 heures. Tous les passages où il y a les étiquettes, ouais, 5 ans après, 15 ans après. Moi, ça m'a un peu paru long. Quand il y avait Pierre Ninet à l'écran, je trouvais que c'était vraiment bien rythmé. Mais les autres scènes, c'était vraiment long. Moi, je suis pas totalement d'accord par rapport aux étiquettes, parce que je trouve c'est important d'avoir des étiquettes, surtout dans un film comme ça, parce que c'est important. C'est un film qui se déroule sur 20 ans, 30 ans, je crois. 20 ou 30 ouais. ans. Et donc justement, le fait d'avoir ces étiquettes, dire 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, ça permet de se rendre compte de l'avancée de l'histoire, et surtout de la préparation de la vengeance, qui est une vengeance très lente ici, parce que on pourrait se dire quand on prépare une vengeance, ah bah tiens, je vais tuer tel monsieur, c'est fini, point barre, je prépare ça en 3 jours, et c'est fini, quoi. Tandis que là, justement, on voit que cette vengeance-là, elle a pris quasiment plus de 15 ans avant d'être réalisée, quoi. Et surtout que là, c'est pas une vengeance physique, c'est plutôt une vengeance par rapport... On va plutôt s'attaquer aux droits des personnages, ou plutôt à leur richesse. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a du doute, il y a plein de choses, il y a plein d'émotions, et puis après, c'est très dynamique. On n'a pas parlé de la réalisation et de la photographie, mais le film, c'est très très fluide. On a des plans en drone aussi qui sont majestueux. Enfin, on a des belles couleurs. Enfin, c'est vraiment... Comparé, par exemple, aux Trois Mousquetaires, qui est un peu dans la même veine, on va dire, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus réussi. C'est beaucoup mieux, enfin c'est mieux rythmé en tout cas, et vraiment j'ai passé un très très bon moment. Il y a quelques moments je trouve où on perd un peu en rythme par-ci par-là,
Mais sinon, franchement, je me dis, waouh, quel grand film, quoi. Et ça fait du bien de voir des grosses productions françaises comme ça qui essayent de sortir du lot et de proposer quelque chose de différent par rapport à tout ça. Par rapport à, du coup, à Pierre Ninet qui joue Edmond, et justement à cette notion du temps qu'on voit défiler avec les étiquettes, que c'est 20 ans plus tard, etc. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'ils ont pas mis de... Enfin, Pierre Ninet, il prend presque pas une seule ride. C'est ça qui est important. Comment cette vengeance, elle a été longue et réfléchie, en fait. Donc bon, voilà, c'était juste ça. Il y a une histoire de masque, bien sûr, qui est pas... ou je sais pas ce que les autres en ont pensé. Je vais d'abord passer la parole à Dimitri, parce que je voulais lui passer avant. Toi, Dimitri, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Sur quoi tu veux réagir? Vous êtes trop bavard déjà. On est trop bavard. Mais c'est pas grave, ça peut arriver, je peux le comprendre. Oui, moi j'ai vraiment apprécié ce film. Déjà, j'aime beaucoup le duo de réalisateurs, donc honnêtement, j'attendais ce film au tournant. Les 3 heures, aucun souci. La dernière partie du film, en fait, elle est un peu décevante parce que on est tout simplement fasciné, c'est ce qu'on disait, par le plan du Comte de Monte Cristo. Donc en fait, le film est super intéressant dans la mesure où tu vois Pierre Ninet, le personnage de Pierre Ninet qui souffre. Clairement, c'est complètement ça. Et à partir du moment où il l'échafaude son plan, justement. Et à partir du moment, il y a ce tournant dans le film qui est pas très bien géré, c'est-à-dire que malheureusement, justement, avec les personnages des jeunes qui sont pas toujours très bien exploités, alors qu'on a quand même une actrice, Anna Maria Bartolomé, c'est une actrice géniale, quand même, d'ores et déjà présent et à venir du cinéma, elle joue trop bien. Mais c'est vrai que tu sens un peu vite quand même là où on va en arriver, c'est-à-dire que lui est dans son délire qui est quand même hardcore, c'est quand même le cas de le dire, et forcément il va pas être suivi jusqu'au bout. Mais ça c'est super intéressant, et donc à un moment tu te doutes que son plan va commencer à foirer. Et en fait son plan se délite d'un coup, et lui pète un peu trop vite les plombs, ce qui fait que la fin du film, moi j'en suis quand même beaucoup moins fan, mais en termes de rythme, non, c'est excellent. En termes d'ambition cinématographique, franchement, oui, on peut être complètement subjugué. Moi, concernant les étiquettes, j'avoue que le côté 5 ans de plus tard, tout ça, ça me dérange pas. Au contraire, ça montre un peu la marque du temps. Ce qui m'embête plus, moi, c'est pour moi tout le contexte bonapartiste. Enfin, pour moi, c'est complètement... ça n'a rien à faire ici. Enfin, c'est complètement foiré. Je veux pas être méchant, mais je ne vais pas me vanter d'avoir fait licence d'histoire. Mais enfin, bon, je trouve que c'est quand même... Non, mais c'est pas très bien exploité, en fait. Tu comprends pas ce que ça vient... Enfin, c'est le point de départ de l'histoire, mais ça revient pas vraiment sur le tapis. Donc, en fait, c'est un film qui est super réussi, je trouve. C'est vrai que si tu réfléchis à 2 fois, passer l'émerveillement du moment, parce que franchement, moi j'ai pas vu le temps passer, j'étais dans un moment très plaisant. C'est vrai que comme le disait Jasmine, tu termines le métrage, tu te poses un peu des questions, il y a des petits détails par-ci par-là qui peuvent un peu clocher. Mais bon, malgré tout, c'est vraiment pour moi un film très réussi. Et puis franchement, Bastien Bouillon qui joue un peu le cousin un peu véreux de l'histoire, je trouve qu'il a, je sais pas, il a un regard, on a vraiment des acteurs quand même et des actrices qui arrivent à être présents. Moi mon petit reproche en fait, ce sont les rôles féminins, parce que je trouve que le personnage justement d'Anaïs de Moustier, c'est un personnage qui est super intéressant dans le non-dit avec Pierre Ninet, mais j'ai le sentiment que, et c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes entre eux, que c'est très fort justement, mais qu'on manque un petit peu de ça, c'est-à-dire que étonnamment c'est un film qui dure 3 heures, mais ça aurait pu être 2 films, et peut-être que les films que nous avons eu des 3 Mousquetaires, ça aurait pu être un seul film en fait, parce qu'il faut préciser que on est quand même un peu dans la même veine artistique, enfin à la base l'ambition est un peu la même, bon c'est beaucoup plus réussi ici que dans les 3 Mousquetaires, mais on est dans une sorte un peu de Dumas cinématique universe, c'est un peu ça. Oui, c'est Oui, ça. voilà, je ne sais pas si on a encore autre chose à rajouter, sur lequel réagir, un point qui nous a marqué ou pas. Jasmine, Vous vouliez peut-être parler des masques et des déguisements, vous vouliez parler de cela. Ah oui, vous, voilà, on vous voit ici. Ah non, je parle à vous tous. Ah. Je sais qu'on parle du Comte de Monte Cristo, mais quand C'est même, toi, en fait. voilà. Oui, moi j'ai apprécié parce qu'à un moment, Pierre Ninet, enfin Edmond Dantès ici, décide de se faire passer pour d'autres personnes, donc il décide de créer des masques, etc., pour se faire passer pour un vieillard, par exemple, pour un richissime anglais aussi qui gère un journal. Celui du Comte de Monte Cristo aussi, déjà. Oui, le costume du Comte de Monte Cristo. Je crois qu'il y en a que 3. Oui, Je pense que c'est ces principaux-là, en tout cas. moi je trouve que c'est des costumes qui sont globalement réussis, et moi par exemple ce qui m'avait marqué c'était quand il jouait ce riche L'anglais. propriétaire anglais. L'anglais, c'était incroyable. c'est quand très même. bien réussi. C'est très très impressionnant C'était parce une belle que scène. quand on voit ce personnage de riche anglais, moi je me dis mais c'est un autre personnage, enfin c'est un autre acteur quoi, et c'est après coup en fait je me suis dit mais en fait c'est Edmond Dantès qui est caché derrière tout ça, et c'est quand même
je trouve qu'il y a quand même une performance de ce côté-là. Moi, je trouve personnellement que c'est assez réussi. Tu sais que moi j'ai même pensé que c'était le grand-père de Pierre Ninet qui jouait. Parce que je dis c'est marrant, il a la voix de Pierre Ninet mais il ne lui ressemble pas. Mais moi, jusqu'à ce qu'il sorte du personnage, j'ai vraiment cru que c'était un anglais, genre. Ah oui, non mais c'est super. Enfin, un autre gars, quoi. Genre, vraiment, c'était trop bien fait. En plus, il y avait une petite pincée de rire sur cette scène-là. Franchement, c'était bien réussi. Si vous aimez Fantomas, la trilogie de films qu'on a eu dans les années 60 avec Louis de Funès, on ne peut être que conquis, hein, franchement. Enfin, il y a quand même une veine un petit peu comme ça, très agréable en termes de déguisement, de. Mais les masques sont encore plus réussis ici dans oui, le Comte de Monte Cristo que forcément. Fantomas. Voilà. Oh, alors là, je dirais pas sur ce terrain non plus. Ah non. On voit quand même bien le Minet de Pierre Ninet quand même, des fois. C'est pas toujours bien géré, les costumes. Oh là là. Et je sais pas si vous aviez vu, mais il y a eu une série qui a été faite justement, mais il y a dans les années 80-90, sur le Comte de Monte Cristo. Et du coup, moi, j'avais vu ça aussi. Et du coup, j'avais aussi certaines attentes. Mais au final, moi, j'ai pas été déçue. Parce que c'était quand même avec Gérard Depardieu et Jean Rochefort. Hein. D'accord. Oui. Franchement, c'était vraiment bien. C'est vrai que c'est une adaptation au cinéma. Ça fait... je pense qu'il y en a eu une durant les années 60, enfin même deux. On a une indique justement, on a notre grand-mère, Laurine Vazy, qui a plein de choses à nous dire. Peux-tu être sa porte-parole? Mais non, mais en plus elle était avec moi, mais je sais qu'elle a aimé en tout cas cette version, qu'elle avait même plusieurs théories, à la fin elle en avait 3 je crois, et elle a bien aimé quand même celle finale qu'a choisi le film. Qui est différente donc du livre. Hein, cette Oui, fois-ci. oui, ça oui, voilà. Et donc des précédentes adaptations. Parce qu'en fait elle m'a spoilé tout au début, comment ça s'unissait un peu rapidement, je suis en mode ok. Mais du coup, oui, c'est différent. Et puis, j'ai pas lu le livre, mais vu ce qu'elle m'a dit, je pense que la fin du film est quand même un peu plus réaliste et plausible que celle du livre. Après, c'est mon avis. Hein. Ouais, moi, je propose qu'on conclue. Soit, Jasmine, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour ce film? Non, même pas. Super. On parle pas de la Batcave. La Batcave. Il y a ce moment très C'est Batmanien. Ah oui, c'était incroyable. Ouais, Jasmine va nous en parler. C'était le moment, on est d'accord que tu parles du moment où ils arrivent pour tester des armes, des pistolets, et que là il appuie sur un bouton dans son armoire et ça s'ouvre et c'est trop stylé parce que du coup au fond il y a des cibles et après il referme ça, enfin bref on a l'impression d'être dans Batman et beaucoup trop stylé, je m'attendais pas à ça, j'étais en mode waouh, je vais voir le sud de sa maison, j'avais envie d'avoir une visite immobilière dans sa demeure là, mais c'était trop stylé. Et il faut préciser quand même, pour rendre hommage malgré tout à Alexandre Dumas, que c'est lui qui a inspiré Batman aussi. Donc il y a quand même comme ça toute une série d'inspirations, bien sûr. Le personnage de Batman, qu'on a vu d'ailleurs dans le film The Batman, qui durait lui aussi 3 heures il y a quelques années, c'était donc le personnage, et c'est toujours ça Batman en fait, le gars qui veut sa vengeance, et si vous réfléchissez bien, il y a des liens complètement fous entre Monte Cristo et Batman. On a l'impression de voir un film, on a le Batman français un peu là, tu vois. Le Batman français, c'est le mot de la Et fin. belge, pour faire plaisir. Ouais, le Batman franco-belge. Ah, merci. Ça sonne bien. Merci. Ça pourrait être un nouveau titre pour On fait un remake. du film en fait. Ouais, clairement. On va faire un remake belge. Batman qui mange des Ils ont frites. tout donné. Hein. Je sais pas, il leur a coûté combien ce film-là, mais niveau décor et tout, c'était impressionnant. 40 millions d'euros. Oh. Ça va. Ça se vaut. Moi j'ai produit la moitié du film, ça s'est bien passé. Retour sur investissement. Oh bah là direct, à 5 millions de spectateurs, c'est parfait. Parfait. Ouais. Bon, je propose qu'on passe au film suivant. Et donc maintenant, on va passer à un autre film. On va passer à Deadpool et Wolverine, réalisé par Sean Levy et écrit par 5 personnes différentes, mais je n'ai pas leur nom ici. Mais au casting, on retrouve notamment Ryan Reynolds dans le rôle de Wade Wilson, alias Deadpool. Nous avons également Hugh Jackman dans le rôle de James Logan Allwett. Non mais tu peux dire Logan, ça va plus vite. Voilà, Mais c'est son vrai nom. Parce qu'il voilà, est alias connu. Logan, Logan. alias Wolverine, quoi. Ou Wolverine. Wolverine. Voilà, à l'américaine. Donc, dans ce film qui se déroule 6 ans après Deadpool 2, on retrouve Wade Wilson, donc, alias Deadpool, qui mène une vie assez tranquille, jusqu'au jour où il est retrouvé par le tribunal des variations anachroniques, alias le TVA. Voilà. Et pas la TVA, ça n'a strictement rien à voir. Quel nom. Une organisation qui apparemment surveille le multiverse, sauf que je n'ai pas tout compris non plus, donc on verra ça après. Et donc, ce qui fait que dans cette agence, il y a l'agent Paradox qui lui propose de modifier le cours du temps afin que Deadpool devienne le héros principal du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe. Il va réaliser cette mission en compagnie de
Wolverine. C'est compliqué à raconter ce film. Et il y a des choses en plus, c'est très très vague comme résumé, mais on viendra à tout ça plus en détail durant ce podcast. Donc Anissa, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film, de Deadpool and Wolverine? Toi, la grande fan du MCU, il faut préciser. Aussi. J'ai adoré. Moi, il faut savoir que j'ai tout vu. Tous les X-Men, toutes les séries liées au TVA. Donc moi, je savais où j'allais. Franchement, j'ai kiffé. C'était 2h30, je crois, à peu près. 2h42. 2h07. Ah. Bon, 2 heures de... Ça semble long, hein. Non, en vrai, non, mais genre, vraiment, juste, on a trop rigolé. Genre, la salle, elle était morte de rire. C'était vraiment, on était hilar. Genre, franchement, on a passé une bonne séance. Bon, moi, je l'ai vu en VF, donc... Déjà, ça m'a un peu saoulé. Je vais pas vous mentir, j'étais un peu... Bon... Mais j'aime bien la VF de Deadpool, mais pas celle de Wolverine, donc déjà j'étais un peu bon. Mais bon, après j'ai pas regardé de trailer, j'en ai vu qu'un seul, donc j'ai pas voulu me spoiler, donc je savais pas vraiment dans quel sens ça allait partir. J'ai juste été un peu déçue que... Alors, reprennent toujours la même histoire. Même tout leur projet, c'est on prend un variant et voilà. C'était Doctor Strange, je crois. Aussi, bien sûr. Où il y a eu les variants et où il y a eu des personnages X-Men, justement. C'est ça qui me saoule avec Marvel. Alors, certes, je suis très fan de Marvel, mais en ce moment, ça me plaît pas. Le problème pour moi du film, c'est que on reprend toujours des variants et puis voilà, on les met et puis c'est tout. Mais bon, c'était bien fait. Donc en soi. T'as aimé ou t'as pas aimé? J'ai aimé, mais c'est ce problème-là, moi. Et j'ai adoré tous les variants, enfin tous les acteurs. Le casting était génial. Que t'as une anecdote par chaque truc, genre Elektra, elle c'est la vraie actrice qui a joué dans le vrai premier film Elektra, genre le tout horrible. Premier, qui était immonde, mais horrible. Nul, ce film était un navet immonde. Et à un moment donné, ils font une blague avec Daredevil, ils font ouais j'ai appris qu'il était mort, machin, et en mode elle est en mode bah je m'en fiche, parce qu'en fait, le premier Daredevil c'était Ben Affleck, son ex-mari dans la vraie vie. Ça voilà. Donc vraiment, toutes les blagues sont travaillées genre en mode... Enfin moi j'ai adoré les blagues, genre vraiment... Je spoiler, attention, la scène où il y a tous les variants Deadpool. Lady Pool, c'était Blake Lively, donc la vraie femme de Deadpool dans la vraie vie. Il y en avait un, il l'a pris de l'équipe d'Écosse, un joueur de foot, parce qu'il soutient cette équipe-là. Il y en avait un, c'était le frère de Tom Holland, Spider-Man, qui faisait Kid Pool. Je sais pas si vous voyez c'est lequel, c'était lui. Donc moi j'ai vraiment apprécié tous les trucs du casting, Channing Tatum, etc. Même les musiques, attendez, l'intro avec Bye 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 de NSYNC, c'est une référence à Deadpool 2. Où il dit j'aurais dû prendre les NSYNC et du coup enfin vraiment c'était vraiment cool par rapport à ça. J'étais un peu mitigée par rapport au retour de Logan parce que voilà, la fin de Logan justement c'est un film, il meurt totalement. Et vraiment c'était une scène, elle était touchante, elle était vraiment c'était fort, tu vois, c'est la mort de Logan quoi. Et bon au final pour le ramener comme ça, je sais pas si j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient pas et là, il est un petit peu ressuscité, on va dire. Enfin, c'est ça, c'est pas vraiment le même Logan quoi du coup. Mais... Non, il est récupéré d'un autre univers. C'est ça. Par un jeu de passe-passe entre les multivers, etc. Mais bon, c'est bien, merci Anissa pour ce retour. On sent la passionnée qui est là. Ah oui. Nous, je vais être honnête parce que moi, c'est vrai qu'on n'a pas dit quel est notre rapport par rapport au MCU, mais c'est vrai que moi, je n'ai strictement rien vu du MCU. On m'a forcé à aller voir ce film, alors que je n'ai strictement rien vu. Enfin, j'ai vu le premier X-Men, mais il y a déjà un moment. Mais sinon, je n'ai rien vu d'autre, donc je connaissais Wolverine quand même. Mais après, le reste du film, enfin, le reste du MCU, je ne connais pas du tout. Toi, Dimitri, quel est ton rapport par rapport au MCU ? Ah ben moi, j'aime beaucoup le MCU, mais quand un film est foiré comme celui-ci, il faut aussi le dire. Parce qu'à un moment donné, moi, je veux bien être gentil, mais j'ai quand même vécu une séance... Enfin, c'était un peu affligeant, quoi. C'est-à-dire que, bon, moi, mon rapport à Deadpool, je trouve que Deadpool 1, c'est un film qui a quand même beaucoup de charme, qui apporte un vrai vent de fraîcheur, c'est le cas de le dire. Et pour moi, Deadpool 2, c'est un film qui sort 2 ans après et qui est en fait ringard, quoi, qui essaie de reproduire la formule, mais c'est plus lourdingue, les références sont beaucoup plus poussées. On n'est pas sûr de tout comprendre, et en fait, là, je suis dans ce syndrome où, à nouveau, comme dans le deuxième, pour une raison qu'on ne comprend pas, en fait, Deadpool se la joue anti-système, qui baigne en plein dans le système, qui veut être un super-héros. C'est inintéressant au possible, mais vraiment, c'est-à-dire on s'en fiche. Enfin, moi, j'en ai rien à secouer, ça ne m'intéresse pas. On nous ramène ensuite Logan, tu sais pas pourquoi, enfin, franchement, je suis désolé, il était très bien là où il était. Voir Hugh Jackman, alors qu'il jouait très bien, hein, c'est pour moi un acteur là qui s'investit, il a l'air d'être content d'être là, il s'éclate, mais son parcours de personnage, je le comprends pas. C'est un film, en effet, comme l'a dit Anissa, où il faut avoir vu toutes les séries, tous les films précédents, et même avec ça, c'est quand même mon cas, je pense être passé à côté de plein de trucs quand même. Et malgré tout, ils arrivent quand même avec
En fait, ils arrivent, et ça c'est fou, je dirais, à ne pas s'appuyer sur ce qui a eu lieu pour raconter une nouvelle histoire. En fait, je sais pas comment ils s'y prennent, mais ils arrivent à te raconter des trucs qui n'ont jamais eu lieu précédemment. Ce qui fait que tu connaisses ou pas le MCU, que tu aies vu les films précédents des X-Men, il y a des moments où je capte rien du tout, mais vraiment. Et en termes d'humour, moi, des fois, vraiment, Deadpool, tu sens qu'il te balance une phrase parce que c'est censé être une blague, je n'ai pas compris. Mais, malgré tout, ce que j'ai pas détesté profondément sur toute la durée du film, c'est-à-dire que je trouve que l'introduction du film est excellente et je me suis dit ça part bien, vraiment ça part bien, parce qu'en fait les scènes de combat sont réussies, je dirais, les chorégraphies sont très sympas, mais à un moment donné, moi j'ai senti le film, là pour le coup c'était vraiment, il y a des moments de fanservice, mais t'es là, tu fais mais c'est pas possible quoi, c'est-à-dire ils te ramènent des personnages que t'as vus il y a 25 ans, qui sont pas les personnages toujours les plus mémorables, et on te les agite devant toi pour te dire regardez ils sont là. On a le personnage de du TVA, qui parle aussi vite que Jasmine, mais du coup ils ont fait exprès de dire à l'acteur de parler très très vite, d'accord, c'est bien gentil, mais le souci c'est qu'en fait on te gave, c'est du gavage doigt en fait, on te donne 10 000 informations que tu n'as pas le temps de comprendre. Si on est juste à essayer de comprendre un film bêtement, je suis désolé, ça marche pas, il y a plein d'incohérences. Moi je regrette d'une certaine manière aussi le MCU justement sans multivers, un MCU plus simple, plus cohérent, peut-être plus appréciable, et là le Deadpool se pose... comme un renouveau pour le MCU, il n'amène rien de neuf sur la table, il laisse toutes les portes ouvertes, il en referme aucune, il en ouvre aucune nouvelle, donc j'ai pas compris. C'est pas terrible. Et aussi, je tiens à dire, on n'a pas entendu Jasmine ici, mais c'est parce qu'elle n'a pas vu le film. Enfin, elle écoute attentivement ici, mais voilà. Donc, elle n'a pas vu le film. Donc, elle va peut-être réagir après sur ce qu'on a dit. Si ce film la tente ou pas, on verra. Toi, Laurie? J'ai vu tous les X-Men il y a 2-3 ans et franchement j'ai bien aimé. Le fait de faire revenir Wolverine, je pense que c'était vraiment une erreur. Parce que en fait, comme l'a dit Anissa tout à l'heure, la scène de sa mort elle était tellement émouvante et tout que en fait tu pleures un bon coup et point, enfin c'est un peu une page qui se tourne. Et ils auraient dû, je sais pas, trouver un autre personnage ou quelque chose comme ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, si on commence à ramener tous les personnages morts avec les autres multivers, tu peux faire ça avec tous les héros qui sont morts. Et c'est super dommage parce que, je comprends que les fans, ils veuillent revoir ceux qui sont morts et tout, parce que c'était leur chouchou et tout. Mais il faut aussi quand même avancer, parce que, c'est normal qu'il y en ait qui meurent et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il ait ramené. Surtout que, moi, après, peut-être que... tout le film était centré sur lui, mais je l'ai pas trouvé très important. Vraiment, il est là, derrière Deadpool et tout, il fait coucou, je trouve pas que il soit vraiment très très important, et on sait pourquoi il est là, mais je trouvais que la raison pour laquelle il était là était vraiment pas très bien travaillée, et même un peu absurde. Du coup, ils auraient dû faire soit un truc sur Deadpool, soit ils nous ramenaient bien Wolverine, par je ne sais quelle manière, mais voilà, le truc c'est qu'en fait, déjà on touche au temps et tout, et puis en plus, l'histoire des multivers, moi j'avoue à chaque fois je me perds, donc après c'est peut-être pas le truc à voir parce que je comprends rien à tout ce qui est multivers et tout. J'avoue ne pas être très calée et tout parce que j'ai pas vu tout ce qui est Loki et tout, j'ai commencé mais je comprenais rien, du coup j'ai dit c'est bon, ça m'a saoulée. Du coup j'ai pas fini. Mais voilà, franchement c'est dommage, et puis faut regarder tout et tout, et puis non vraiment j'ai pas aimé, non vraiment j'ai pas aimé, ils auraient pas dû ressusciter Wolverine, ils auraient dû le laisser là où il était, franchement il était bien. La fin elle est trop simple, y a aucun suspense. Pourtant moi je suis toujours un peu à stresser et tout, il va peut-être mourir et tout, mais là j'étais en mode c'est sûr il ressuscite, il y a aucun suspense, vraiment 0-0. Les personnages secondaires je les ai pas trouvés très marquants en fait, il y a aucun personnage qui m'a vraiment marqué, que ce soit Wolverine, Deadpool ou même les autres. Voilà, après les blagues, la moitié j'ai pas compris. Après parce que j'étais fatiguée et tout, j'étais malade, on m'a réveillée et tout, super tôt pour aller le voir et tout, c'est la catastrophe. Le film est foiré, cherchez pas d'excuses. Du coup, voilà. Et au bout d'un moment, ça parlait trop et tout, j'en avais marre, j'écoutais presque pas, j'écoutais d'une oreille quoi. Les musiques sont bien, les chorégraphies sont bien aussi, on l'a déjà dit. Mais tu peux pas faire que ça, faut quand même qu'il y ait une histoire et tout. C'est vraiment dommage, ils ont juste voulu faire un film où en gros tu mets tous les personnages que les fans aiment. Et les vrais fans on va dire peut-être aiment, et ceux qui sont pas trop dans le délire vont pas trop comprendre et tout. Et pourtant je trouve que c'est dommage parce que les deux personnages je trouve ils sont bien, les deux personnages principaux, et en fait il y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est vraiment n'importe quoi. Et ils sont pas bien développés, exploités et tout. Tu t'en fiches vraiment s'ils vont réussir ou pas, il y a pas vraiment de... il y a quand même un intérêt, mais tu retrouves pas en fait les personnages. Après c'est normal parce que Wolverine c'est pas le vrai.
Mais en même temps, c'est le vrai, en même temps, c'est pas le vrai. Parce que Dimitri, ça, il l'avait Oui, il y a dit. une vraie incohérence. C'est qu'à un moment, on fouille dans sa mémoire, mais c'est comme s'il avait la mémoire du Wolverine qu'on connaissait, alors que ce n'est pas le Wolverine. Mais en même temps, il a eu les mêmes événements en fait. Hein. Ouais, mais c'est trop Oui, facile. mais avec Laura, non, mais Ah ouais, je mais dis là, pas que c'est ouais, bien. ouais, non, mais je sais bien. Je dis mais pas que c'est je veux bien, dire, mais trop en fait, facile, il a les ouais. mêmes événements, sauf que, spoiler, en gros, lui, ses mutants, ils sont morts et il a pas réussi à les sauver, mais Oui. ils sont pas morts de la même façon que les nôtres dans notre monde. Ça commence à faire C'est beaucoup tout. là en termes de Mais à chaque chronologie, fois, de multivers. À chaque fois, c'est ça en fait. Genre, ses potes, il meurt et C'est il dommage. part en dépression, il boit et enfin. Je veux pas être méchante parce que j'aime bien le personnage, mais c'est vraiment à chaque fois ça quoi! Non mais par contre le recrutement des Wolverine au bar à chaque fois, Ça, ça c'est c'est drôle. très drôle. Mais le début du film est vraiment bien. Oui, c'est Oui. ça! Ça, c'est hilarant. Oui, mais je l'avais noté en fait, le début c'est bien. Dès qu'il y a le truc flashback et tout, en gros on lui donne sa mission et tout, moi j'ai plus rien compris en fait. Il va postuler voir Happy Hogan, l'ancien chauffeur de Tony Stark, pour devenir un Avenger. Et cette scène, mais est longue. Oh là là, mais t'as envie de te tirer une balle au moins 3 fois en te disant que tu vas peut-être régénérer pour au moins survivre et voir Deadpool 4 peut-être un jour pour poursuivre le calvaire. Je me permets juste de prendre la parole parce que j'ai pas encore donné mon avis et je vois que le temps passe assez vite, donc voilà. Moi j'avais juste envie de dire, c'est vrai qu'au niveau des enjeux, j'ai parlé du résumé ici du film, c'est Deadpool qui essaye d'être le personnage, enfin de rejoindre d'abord les Avengers parce qu'il en a besoin. Disons que sa motivation est pas très très claire non plus, je trouve. Et puis après, en fait, le film a des problèmes d'enjeu, et chaque fois, un moment dans le film, je sais que Deadpool et Wolverine arrivent à échapper à la méchante, et à un moment, Deadpool demande à Wolverine « Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ?» C'est quand même le film, même les personnages eux-mêmes ne savent pas où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et c'est ça qui est assez dérangeant, c'est que, allez, ils ont quand même été 5 personnes à écrire ce film-là, et moi j'ai l'impression à chaque fois le film il est un peu... il va un peu dans tous les sens, quoi. Chacun écrit 20 minutes, quoi, presque. Hein, donc Oui, C'est ça, ça. C'est une Snyder Cut. C'est ça, c'est le réalisateur écrit une partie, Ryan Reynolds écrit une autre partie, je suppose des parties un peu rigolotes. Enfin, Oui, rigolotes. rajoute des blagues incompréhensibles. Voilà, il rajoute des blagues avec des fesses et tout ce que tu veux, voilà. Mais c'est pas le plus graveleux des Deadpool. Hein. Le Deadpool 2, c'était pire. Hein. Enfin, il y a Mais toujours des c'était blagues moins de bien. cul. Moi, je enfin, il trouve y que a c'était toujours un moins truc, bien hein. le 2 que le 3 dans tous les cas. Donc, bref, non, j'ai pas passé un bon moment. Voilà, comme on a dit, les débuts, je pense les 20 premières minutes sont pas trop mal. Et puis après, voilà, c'était compliqué. Et surtout, je me dis, bon, c'est le premier Marvel que je vois au cinéma. T'as pas choisi le meilleur. Hein. Est-ce que je vais en voir d'autres? Oui. Bah oui, Peut-être, enfin, pour- Bah, ça donne, à mon avis, ça donne pas envie. Hein. Ah, Ouais, c'est ça moi, qui moi est personnellement, Enfin, pas Et plus je- que ça, quoi, je pense. et je me dis en plus, il y a quand même tout un univers qui a été créé depuis, comme l'a dit Dimitri, depuis 2008. 2008. Donc il y a tout, il y a les Iron Man, les Avengers, il y a Les Gardiens de la Galaxie. voilà, les Gardiens de la Galaxie, il y a plein de belles choses, même tout ce qui est X-Men auparavant, voilà, il y a C'est des ça. belles Ouais, choses ouais, aussi. ouais. Mais là ici, ce film-là, il réinvente pas la roue, quoi. Voilà. Bah, je pense que ce qui symbolise bien le film, c'est qu'on voit enfin Wolverine avec son super costume des comics. Moi, j'ai adoré, par contre. Ah oui, non, mais le costume est magnifique. Donc, c'est ça, c'est joli. Ça Ouais, fait c'est plaisir joli. sur le papier. Mais tout ce qui fait plaisir sur le papier, concrètement, il faut bien l'exécuter. Moi, C'est c'est ça. comme ça que je résumerais l'affaire. Sachant qu'en plus, c'est un réalisateur qui est quand même assez doué parce qu'il avait réalisé The Fall Guy. Non, pas Free The Guy, et tu confonds non, les pardon. films, là. Décidément, je confonds avec Toujours avec Ryan Gosling Gosling, et Ryan Reynolds. Gosling. Oh là là, c'est terrible. Il a réalisé Free Guy. Donc il a réalisé Free Guy notamment, il avait réalisé aussi La Nuit au musée, je pense, 1, 2 et 3 en Oh, plus. c'est trop bien ça! Mais oui, en plus, donc voilà, il a quand même un sacré Non, mais pour le coup, le palmarès. réalisateur, là, je lui en veux pas de quoi que Non, ce soit. Non, mais là, tu c'est vois. Marvel. Hein. Là, ouais, Je vous dis, là, c'est Marvel. Il y a eu plein de réalisateurs où le problème, c'est pas le réalisateur, c'est Marvel. En fait, c'est tellement méta, c'est-à-dire ils sont censés être en train de parler de Disney et de la Fox là-dedans. Alors, je trouve que la Fox, elle prend cher, mais c'est relou, quoi. Enfin, vraiment, il y a ce côté, à un moment... Moi, c'est j'avoue, des- j'ai un peu rigolé. Ouais, ok, non, mais c'est marrant 5 minutes, mais il y a un moment, il y a des doigts d'honneur à la Fox. J'étais là, non, mais... crachez pas trop dans la soupe, quoi. Si vous existez, c'est quand même grâce à la Fox aussi. Enfin, tu vois, il y a un côté, un moment où tu dis, bon, c'est bon, vous allez un peu la fermer. Non, mais vraiment, il y a ce côté, un moment, c'est bon. Moi aussi, je fais la blague 15 000 fois. C'est Et il bon, fait trop, en vraiment. fait, c'est parce qu'il fait toujours trop les mêmes blagues, tu vois. Mais ouais, c'est un peu, c'est ça, c'est relou, en fait, c'est un comique de répétition qui prend pas trop, mais c'est pas un film très drôle, hein. Enfin, Deadpool 1 était tellement drôle comme film, bon sang, et le sérieux était tellement secondaire, en fait. Là, maintenant, t'es d'accord? Enfin, Oui, on en a Nous, parlé enfin, sérieux sur après ça, avoir vu le film, le problème, enfin, Deadpool 1, c'était une parodie de super-héros. Oui, là, c'est un Totalement. Là, super-héros. ici, en fait, c'est un film de super-héros. Mais Et c'est un ça faux le pro- super-héros, quoi. C'est ça le problème, c'est que en fait Deadpool c'est pas un super-héros quoi. Enfin si, certes il est très fort. C'est un anti-héros, voilà. dans tous les cas, ça sera jamais, Mais oui, mais ça n'a les jamais deux- été un super-héros. Mais Hein. en fait, je sais que les deux sont un peu de base des anti-héros et c'est ça qui était cool de les rassembler, sauf qu'en fait, ils Ça ont ne fait donne rien rien, quoi. quoi. Wolverine, il reste quand même bien super-héros. Hein. Oui, mais quand Oui. même.
Tu sais, il est dans une équipe, machin, il sauve les gens. Tu vois, comparé à Deadpool, c'est de la rigolade. Alors Deadpool, il tue tout le monde. Pas Wolverine. Voilà, je propose qu'on termine là-dessus parce que c'est vrai qu'on en a déjà pas mal parlé, même s'il y aura encore plein d'autres points à développer, je pense. On pourrait faire un podcast quasiment d'une demi-heure, voire 40 minutes dessus, je pense. Mais est-ce que Jasmine a envie de voir le film maintenant après? Oui, Jasmine, dis-nous tout. Toi, est-ce que tu apprécies l'univers du MCU? Est-ce que tu es intéressé ou pas? Dis-nous tout un petit peu ton ressenti par rapport au MCU, par rapport à tout ce qu'on en a dit. Des fois je regarde, j'ai mes périodes, etc. Donc je suis pas une grosse suiveuse. Je regarde un peu au fur et à mesure et je me prends pas trop la tête. Mais là, de ce que vous me dites, de votre avis, faut vraiment connaître tout et être un peu à fond pour vraiment rigoler et vraiment profiter de toutes les vannes et tout ce qui est pensé. J'avoue que ça me donne moyen envie, mais je pense pour les vrais fans, ça peut être vraiment quelque chose de cool à voir, un peu en mode c'est du fan service, hein, de ce que vous me dites. Ça fait plaisir et c'est un moment un peu jovial, sans prise de tête, qu'il faudrait le voir un peu comme ça, de ce que vous me dites, mais bon, ça me donne pas trop envie de le voir. Ouais, mais tu l'as pas vu, mais c'est un film très cérébral, enfin qui accapare beaucoup le cerveau quand même, parce que justement, très bourratif, blablabla, information. Il y a beaucoup d'informations, et surtout si tu connais pas, c'est dur. Parce que j'ai compris de ce que vous avez dit, donc faut vraiment être un vrai fan et avoir tout suivi, et à peine d'avoir son petit carnet à côté pour comprendre un peu tout. Donc ouais, ça me donne moyen envie, moi qui suis ça un peu à la légère, qui aime regarder des super-héros parce que j'adore ça et que c'est cool. Mais qui est aussi dans notre culture, ça c'est très démocratisé, les super-héros. Donc ouais, ça me donne moyen envie quand même. Merci Jasmine, mais voilà, j'allais dire, c'est vrai que Dimitri, Laurine et moi, on a été le voir le film à nous trois. C'est vrai qu'on est ressorti un peu assommés, quoi. Vraiment, on est sorti de la salle, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a vu, quoi? Qu'est-ce qu'on a vu là? Le sentiment de pas avoir vu un film, en fait. C'est dur que ça. Ah oui, c'est terrible. En fait, l'impression que j'ai eue, c'est je suis pas allé voir un film, je suis allé voir un album, on m'a donné des stickers à coller, quoi. C'est vraiment ça. Regardez, j'ai eu la carte Wolverine Collector, je la colle là. Non mais c'est ça en fait. Ouais. C'est complètement ça. Si tu prends le MCU dans son entièreté et que tu regardes Deadpool, on dirait une interlude. C'est pour ça qu'à la fin, on limite devant le générique de fin, avec Adrien, on finissait par rigoler parce qu'on s'est dit, vu qu'ils en ont plus rien à faire de nous proposer un truc de qualité, bah c'est pas grave, on va autant rigoler pour rien, quoi. Par contre, la première post-crédit, la vie de ma mère, j'avais les larmes aux yeux. Genre tous les extraits de film. Non, moi, désolé, moi j'ai kiffé. Ouais, non. Moi j'ai kiffé, écoute. Ouais, mais c'est pas du cinéma, ça. C'est j'ai bien. jamais dit que c'était du Il cinéma. faut nous faire un making-of alors. Mais j'ai trop kiffé. Genre, Ouais, vraiment, ouais. ah ouais, on voit tous les persos et tout. Genre, c'était trop mignon. Ouais. C'est juste une post-crédit. S'ils avaient mis ça dans le film, là, j'aurais. Mais déjà, c'est J'aurais une mais infamie de post-crédit. mettre ça dans. Non, moi j'ai Non, mais moi kiffé. c'était cool. C'est nul. Mais c'est mignon, tu les Oh voyais. Dimitri, t'as l'air d'être aigri là. Rien réagi. Lui, il connaît pas, de toute façon, il s'en Mais va. non, mais je trouve que Ne me c'était laisse pas sympa tout seul quand contre même un jeu. C'est émouvant, parce que ça, j'entends, ça a l'air d'être émouvant. Bah, franchement, quand t'as suivi tout depuis des années, quand tu les vois tous, là, je trouve c'est Mais mignon. oui, mais regarde les making-of dans les DVD, c'est super, t'es content. Bah voilà, c'est le making-of au cinéma. Mais pas 2 heures de making-of. Non, juste la Ouais, la post-crédit. fin, ouais. En fait, je trouve que la scène est intéressante, mais je ne vois pas ce qu'elle vient faire là, parce que Oui, non, c'est- par contre. est-ce que c'est pour ça conclure vient sur- C'est pour conclure un acte du MCU, pour dire que le MCU dans sa forme actuelle c'est terminé et on va passer à autre chose. Il te l'annonce, mais concrètement, ça n'arrive pas en fait. C'est ça le truc. Moi, perso, j'ai vu ça comme un hommage, c'est tout. Faudra suivre comment il marche. Parce que s'il marche bien, ils vont pas passer à autre chose. Ah, mais c'est un Là, carton, c'est un c'est un carton carton. au box-office là. C'est-à-dire qu'on en aura deux. Enfin, bref. Bref, on va conclure là-dessus, sur Deadpool et Wolverine. Et là, on va terminer rapidement, enfin en quelques minutes, parce que le film dont on va parler, Moi Moche et Méchant 4, il n'y a que moi, Dimitri et Laurine qui l'avons vu. Donc ce film, Moi Moche et Méchant 4, il est réalisé cette fois-ci par Chris Renaud et Patrick Delage. On retrouve dans le doublage français Gad Elmaleh, comme toujours, qui joue Gros. Nous avons aussi Audrey Lamy qui joue Lucy Wilde, alias la femme de Gros, tout simplement. On a aussi, également, et ça c'est un peu la surprise du film, Alex Lutz qui joue Maxime le Mal. Dit Max le mal, très drôle. Hein. Oui, tout simplement. Qu'est-ce qu'on rigole. Et donc ici, nous retrouvons donc Gros, ainsi que toute cette petite famille, sa femme et ses 3 filles, et son fils aussi, ainsi que ses mignons, bien sûr, mais qui va devoir faire face à un nouveau méchant qui s'appelle Max le Mal, alias le Cafard. Et dès lors, Gros et sa famille vont devoir se cacher afin d'éviter ce méchant diabolique. Voilà. Je sais pas si on peut en dire, enfin oui, on peut en dire un peu plus, mais déjà, est-ce qu'il y a grand chose à dire en plus, je ne sais pas. Mais je vais repasser la parole de nouveau à Dimitri. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce 4e volet? Déjà, 4e volet, ça fait beaucoup, mais de ce film d'Illumination Studio.
comment t'essaies d'influencer mon avis sur le film, mais je ne me laisserai pas avoir. Non, c'est un film que j'ai vraiment bien apprécié, c'est vrai. Alors moi, j'aime beaucoup le premier opus et le deuxième. Le troisième m'a moins marqué, étonnamment ou pas d'ailleurs, parce qu'il était peut-être tout simplement moins bon, disons. Et pour moi, le quatrième opus, en fait, il représente très bien un peu la tournure que prennent les événements avec la franchise. C'est-à-dire que Les Mignons 2, c'était déjà un film où je trouvais que c'était vraiment drôle et j'avais passé un vrai bon moment, c'était très divertissant. Mais l'histoire était vraiment pour moi complètement claquée au sol, c'est le cas de le dire, enfin vraiment pas bonne du tout. Enfin, pas bonne, un peu lambda, quoi, on s'en fichait un peu. Et là, à nouveau, c'est le cas, je dirais. En fait, le film, clairement, il est un bon moment grâce aux mignons, qui font n'importe quoi comme d'habitude, c'est très drôle. J'ai bien rigolé dans la salle, j'étais avec un ami et avec ma frangine, on a bien rigolé. Les gamins n'ont pas rigolé du tout, les parents n'ont pas rigolé du tout, les grands-parents non plus, alors on peut se poser des questions pour le reste du public. Mais en tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Le vrai problème en fait du film, c'est le méchant, quoi. C'est pas possible. En fait, Max le Mal, t'as envie de Le frapper. de le frapper, oui c'est ça, non mais en fait c'est pas possible. C'est-à-dire, sort du film, exactement, parce que dès lors qu'il intervient, je trouve que c'est nul. C'est censé être l'homme cafard, mais il n'exploite même pas l'idée des cafards, donc t'es là, tu te dis, ben en fait ils avaient pas d'idée, donc ils se sont dit, le gars ça va être un cafard, mais tu sais pas pourquoi. C'est jamais expliqué, ses motivations sont vraiment bidons en fait. Et c'est dommage, tu extrais ce méchant du film, le film pour moi est très bon, vraiment. Il y a une scène à un moment de tennis avec les mignons, on rigole bien. Pour moi ils se sont trompés, ils auraient dû prendre une autre méchante, à un moment on voit la directrice d'école de Gros, et je pense qu'elle aurait pu faire une vraie méchante, mais on la voit que 5 minutes. C'est dommage, hein. Un bon point noir, mais par contre le doublage français m'a plu, et les mignons font le film, mais bon c'est quand même peut-être le moins bon opus de la saga malgré tout. Moi, je trouve que c'est quand même le volet de trop. Hein. Ah, Déjà, moi, je trouve que Moi Moche et Méchant, déjà, le premier a été un peu un renouveau dans le cinéma d'animation. En plus, c'était français, donc c'était vraiment une bonne surprise. Après, il y a eu le deuxième film qui, je trouve, était encore meilleur, avec un méchant qui était, je trouve, exceptionnel. Ah oui, oui. À partir du troisième, on sentait que l'inspiration commençait un peu à se perdre. Et puis là, ici, je trouve que le scénario est un peu... En fait, on suit la vie de famille de Gros, quoi. Madame Gros qui va au supermarché, Madame Gros qui gère un salon de coiffure. Elle s'appelle Lucie, Madame Gros. Ouais, Lucie, pardon. Tu avais perdu son prénom, je crois. Gros qui va... qu'est-ce qu'il fait, Gros? Il va faire du tennis. C'est drôle, la scène du tennis, c'est excellent. Ah oui, mais... Ça change de Challengers, hein, franchement. Ouais, voilà. Mais voilà, après, voilà, il y a Madame, donc Lucie, j'allais dire Madame Gros, mais je trouve que ça sonne bien, Madame Gros. Mais c'est la personne de famille. C'est pas très progressiste de dire Madame Gros. Ok. Ah, j'avoue. C'est ça qui me dérange. Madame Lucie. Voilà, Lucie. Donc, à un moment, quand elle va au supermarché, c'est assez rigolo parce qu'il y a la musique de Terminator et que, voilà, il y a vraiment une histoire de course-poursuite et c'est vraiment dure 10 plaisant. secondes dans le film. Et voilà, il y a toutes les scènes. C'est le détail qui compte. Oui. Et il y a toutes les scènes avec les mignons qui, je trouve, sont vraiment réussies, avec les mignons qui deviennent un peu des super-héros. C'est cocasse, mais après, je trouve que le reste des personnages, Gros, Max le Mal, Lucie, les enfants de Gros, moi, je trouve que c'est un problème du film, c'est que pour moi, on doit faire grandir les enfants de Gros, parce qu'en fait, ils ont le même âge depuis le premier, quoi. Et ça n'a pas bougé. Et ça m'ennuie parce que ces personnages, en fait, ces filles, elles n'ont aucun rôle, quoi. Elles sont là, mais... Oui, il y a la petite qui a une chèvre qui vient du troisième film, je pense. C'est une licorne. Ah oui, une chèvre. Non, mais elle a une chèvre aussi. Mais non, mais c'est une chèvre, mais elle a qu'une corne, du coup, c'est une licorne. C'est une plaisanterie. Mais voilà, ou même par exemple le grand-père, le papa de Gros. Mais il a pas de Le père. papa de Gros. Mais non, mais le professeur. Ah, mais c'est pas son Pas père. son père, Pardon. mais... C'est Voilà. son Son grand pote. ami, c'est son Pardon. comparse Voilà, scientifique. mais le professeur C'est Nefario, menteur, un peu. pareil, il a totalement disparu. Enfin, On le voit à la fin, Oui. et il a une seule phrase, et ils ont pris un mec qui a, je sais pas, on a l'impression qu'il a un accent russe, c'est trop bizarre, ils ont changé le doubleur, c'est horrible. Ouais, mais c'est pour ça, donc, ce qui fait que moi, c'est rigolo, hein. Et sa maman. Oui, et sa maman, oui. Elle voit pas la maman. Ouais, non plus. Elle C'est est pour plus ça il y a dedans. des personnages qui disparaissent, il y a des personnages qui sont là mais qui ne sont pas là. Enfin, moi je trouve que c'est un film qui est vraiment dispensable. J'aurais pas envie de voir une suite de Moi Moche et Méchant, sauf s'il y a un grand changement, mais même là, il y a l'apparition du fils de Gros. Oui, il sert une fois ou l'autre pour un cambriolage. C'est un peu rigolo, mais après... Et tu t'as fait penser à Jack dans Les Oui, Indestructibles. moi, en fait, j'ai l'impression que c'est un copier-coller des Indestructibles 2, quoi. Moi, j'ai vu ce film-là, Indestructible 2, il y a quelques mois, et j'ai dit, mais il y a des scènes, c'est quasiment du copier-coller, c'est dommage de tomber dans du copier-coller, alors que bon,
Le but de cette franchise-là, c'était l'originalité. Donc franchement déçu, je trouve que c'est vraiment moyen, c'est bateau, je ne recommande pas. Puis il y a des incohérences aussi dans l'univers, c'est-à-dire que vous avez Gros au début qui retourne dans son ancienne école de méchants, et il arrive à capturer Max le Mal devant d'autres méchants qui ne réagissent pas. T'as la police qui débarque, des agents secrets, c'est super bizarre en termes de C'est ça, cohérence, et même, c'est trop chaud. et même Gros, avant il y avait un minimum d'intelligence, quoi. C'était quand même un méchant qui a quand même imaginé de voler la lune, de coincer le méchant du deuxième, El Macho. El Macho. Enfin voilà, il y a quand même toute une réflexion, tandis que là, c'est quelqu'un qui est bête, qui est maladroit, qui est sur internet, hein, pour un agent secret, c'est un peu embêtant. Oui, tu regardes sur internet, ouais, tu c'est trouves ça. Gros, tu fais, wow. Tout le monde le connaît, donc en soi, il se cache, mais alors que tout le monde le connaît. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là parce que c'est déjà bien assez. Mais toi, Laurine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter en plus par rapport à tout ce qu'on a dit ici sur Moi Moche et Méchant 4 ? Enfin, moi, franchement, j'ai bien aimé globalement. Parce que tu revois les personnages et tout. Après, j'avoue, c'est dommage qu'ils vieillissent pas. Mais je crois que j'avais entendu ça, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais je crois que le réalisateur, il voulait que... En fait, ces personnages ne vieillissent pas, c'est fait exprès et tout. Les producteurs, je crois. Oui, voilà, ils veulent pas qu'ils vieillissent avec leurs personnages. Et du coup, c'est dommage parce que ça ferme des portes et tout. Ils pourraient faire plein de trucs. Même, je sais pas, les filles qui deviennent méchantes, agents secrets, des trucs comme ça, quoi. Mais après, c'est cool de voir la famille excentrique qui devient, entre guillemets, normale... dans un quartier riche et tout, c'est quand même drôle parce qu'il y a un décalage. Et puis après, il y a certaines scènes qui étaient vraiment pas mal. On les voit venir, le cambriolage où le sac d'armes se transforme, est inversé avec le sac du bébé où du coup t'as que des couches pour te défendre. C'est cool, c'est rigolo. Mais bon, après, je le voyais venir, tu vois directement les mignons, c'est sûr, ils vont inverser les sacs, quoi. Mais c'est la meilleure scène du film, justement. Ouais. Après, le début, franchement, je trouve que vraiment, le méchant, il a aucun enjeu. Juste, il lui a piqué une médaille, il pète un câble. Et puis même, non mais c'est vrai, le pire, il est super mal exploité comme l'ont dit Dimitri et Adrien. Genre moi, personnellement, si je me transforme en cafard et que je parle au cafard, je crée une armée de cafards et ils détruisent le monde, genre. Mais oui. Il fait rien de ces cafards, genre juste les cafards, ils sont là, ils font des petites pancartes, ouais, trop bien. C'est juste un crasseux. Oui. En fait, la seule fois qu'il utilise son pouvoir de cafard, c'est dans une aire d'autoroute où t'as le mec qui veut pas lui donner son sandwich, je crois, ou un truc un peu dans le genre. T'es là, mais tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Et c'est même pas traité de manière... c'est même pas du second degré. Tu sens que c'est le méchant qui a été travaillé de manière hyper premier degré. C'est le méchant des années 2000, tu sais, quand tu faisais encore le premier degré, tu vois. Non, mais en plus, ils volent, ils kidnappent, je sais pas comment on dit, le bébé de Groot. T'es là en mode, mais pourquoi tu fais ça, Mais ça arrive hyper tard. Y a aucun intérêt. Mais ça arrive genre les 10 dernières minutes de film, quoi. Genre, allez hop, un enjeu. C'est super dommage. C'est n'importe quoi. Et en fait, je pense que ça aurait dû être sa femme, la méchante. Et moi, je pensais que la femme allait trahir le mari et que ça allait être elle, vraiment la vraie méchante. Parce qu'elle avait un peu plus, je trouve, le caractère. Parce que lui, c'est un gogol, quoi. Il est là en mode coucou, j'ai des cafards, je suis dans les égouts, c'est trop bien, mais bon. Puis après, en plus, il transforme au bout d'un moment quelqu'un en cafard, voire 2 personnes. Pourquoi il le fait pas avec Gros, quoi? Mais oui. Ou avec plein de personnes, tout le monde, il fait une invasion et tout de cafards humains. Ça, c'est trop bien. Mais oui, il est juste centré sur Gros. Et Gros, il le bat en 2 minutes. Ouais. Et puis même la scène et tout, elle est mal faite, genre. Gros, il aurait dû mourir 15 fois et tout. Il se prend du bout de béton, il meurt pas. Oh là là. Bref, voilà. Je propose qu'on s'arrête là sur ce film, Moi Moche et Méchant 4, parce que... C'était bête, moche et méchant. Non, je rigole. Non, c'était... Moi, j'ai bien aimé. Non, mais c'était cool. C'est drôle, mais c'est tout. C'est le méchant, c'est pas possible. C'est ça. Ouais, mais c'était quand même un peu bête. Hein. Mais c'est un peu ça, les mignons. Oui, mais c'est ça, les mignons. On sait que c'est... On rigole parce que les c'est autres, ils sont un peu bêtes, mais en il y fait, a quand même une histoire. Gros le 1 et le 2. mignonise, en fait. Gros se mignonise. Exactement. Là, il perd son intérêt. De ce que vous dites, il perd juste son intérêt de méchant, ce qui est un peu le but du mec, quoi. Donc, dommage. Voilà, je propose qu'on termine ce podcast de Lumière sur Toile avec la recommandation cinématographique. On va voir un petit peu qui commence. Je vais passer la parole à Anissa. Tiens, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de nous recommander comme film? Moi, pour rester dans le thème du jour, je vous recommande Logan en 2017. Parce que même si on n'est pas fan de l'univers, il y a juste besoin de connaître c'est qui Wolverine. Et c'est vraiment un film poignant, touchant. Et au moins, vous voyez comment il est vraiment mort, Logan, et pourquoi il fallait pas spécialement le ramener. Mais il n'est jamais revenu. On est dans le déni. Oui, non, c'était pas lui. C'est un variant. Toi, Lorraine, vas-y, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci? En fait, du coup, j'y ai pensé en parlant un peu de Moi Moche et Méchant 4, parce que je trouve qu'il y a un peu un air de Hôtel Transylvania au début, et du coup, je le recommande.
Toute la saga ou un film en particulier? Moi j'aime bien toute la saga. Je sais que tout le monde aime pas forcément les autres, mais moi je les aime bien. Toi Dimitri, qu'est-ce que tu nous recommandes pour ce mois-ci? Je vous recommande Jo, et non pas J.O., mais ça s'écrit pareil, J.O. De Jean Giraud, un film de 1971 avec notre cher Louis de Funès. C'est un film extrêmement drôle, donc à voir et à revoir. Et toi Jasmine, qu'est-ce que tu nous proposes pour ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme film? Dis-nous tout. Alors cette fois-ci, je vous propose Le Chant du Loup, réalisé par Antonin Baudry, qui est un film français, mais qui est vraiment très très cool et bien pensé, je trouve. Un film de sous-marin, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Avec Omar Sy. Oui, Oui. avec Omar Sy, François Civil. Oui, le casting est pas mal. Je vous le recommande aussi, je l'ai vu il y a un petit temps, mais vraiment une bonne surprise française qui n'a pas eu le succès espéré, mais vraiment une belle surprise. Et moi, je vous recommande, alors j'avais hésité, mais je vais plutôt vous recommander Tarzan de Disney, parce que je l'ai revu dernièrement, et j'ai beaucoup aimé, en fait. Je trouve que c'est un film qui est en même temps touchant par son début, mais en même temps qui est drôle. Il a un chouette doublage aussi, très très chouette doublage. Vraiment, je l'ai revu récemment et c'est une belle surprise, je trouve. Et c'est aussi graphiquement, c'est une tuerie. Il y a des scènes où il se balance d'arbre en arbre, où il glisse sur les branches, et je trouve que même plus de 20 ans après, c'est magnifique, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais encore en parler un peu. Être allé au zoo hier, t'as visiblement chamboulé. Ah oui, ça m'a transformé même. En cafard. Attention, là, oh là là. Ah, plutôt en singe, hein. Adri le mâle. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là aujourd'hui pour parler de ces 3 films bien différents. On se retrouvera le mois prochain, enfin plutôt fin août ou début septembre, je ne sais pas trop, pour parler de 3 films. On ne sait pas encore lesquels, on doit encore se décider. On verra bien de ce qui l'en est. Voilà. Sur ce, je dis à tout le monde à la prochaine. Salut. Ciao. Ciao. Salut! Ciao! Salut!